droit au logement, emploi et formation, mais aussi immigration. Candidat au fédéral, il est président d'un parti de l'opposition. Que propose-t-il pour la République démocratique du Congo ? Face à face spécial, je reçois ce vendredi 7 juin, après le journal de 19h, François De Smet, président du Parti Défi. Rediffusion samedi 8 juin, après le journal de minuit, après le journal de 7h. François De Smet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti Défi, vous êtes aussi député fédéral. Défi pour démocrates fédéralistes indépendants, un parti francophone de l'opposition fédérale, je tiens à le préciser, qui hier s'appelait FDF, Front démocratique des francophones. Alors, je me suis intéressé à ce que vous avez dit. Ceux qui sont fatigués par la politique traditionnelle trouveront chez Défi une alternative responsable et pragmatique. Ouais, ça c'est de vous. c'est de moi. Alors cette alternative responsable et pragmatique pour les communautés allochtones, entendez les étrangers, particulièrement les afrodescendants et les Congolais, c'est quoi versus Défi ? D'abord, la reconnaissance qu'il faut une lutte renouvelée contre les discriminations. Et chez nous, ce n'est pas seulement des mots, ce sont des actes. Nous avons agi. Vous l'avez rappelé, nous sommes dans l'opposition fédérale, mais on gouverne par contre en région bruxelloise. Et en région bruxelloise, on a l'emploi, avec notre ministre Bernard Clairfailly. Et on a développé tout un programme de lutte contre les discriminations à l'embauche. On a aussi encouragé les luttes contre les discriminations au logement. Je cite ces deux catégories-là parce qu'on sait que ce sont les deux catégories où les afro-descendants sont objectivement le plus victimes de discrimination. Et donc, on a poussé la question des tests de situation, des analyses statistiques, et donc c'est un volet de notre programme qui est extrêmement important. On a aussi, je crois, réussi à faire monter la diversité au sein même de notre parti. Je tiens à le rappeler, Défi est le premier parti à avoir nommé une afro-descendante à un poste ministériel. En l'occurrence, c'était Madame Mandaila au fédéral il y a déjà quelques années. On a aussi beaucoup de représentants de la communauté congolaise et africaine sur nos listes, à des bonnes places d'ailleurs. Donc pour nous, Bruxelles en particulier et la Belgique, c'est une vitrine de la diversité et on doit faire le job aussi à l'intérieur de tous les partis politiques. Ça concerne tout le monde, pas juste des filles. Je crois qu'on l'a fait. Et on met la diversité et les soucis de la question, les soucis de la communauté africaine en particulier, je trouve assez en avant. Vous dites à Bruxelles, c'est vous qui avez la charge de l'emploi. Oui. À peu près 40% de chômage en Belgique. Oui. 80% dans la communauté congolaise. Alors comment vous expliquez, si c'était pas vous, c'était 100% ou vous n'en avez pas fait assez encore à ce niveau-là? Alors regardez l'ensemble des chiffres. On a la matière depuis 10 ans. En 10 ans, le taux d'emploi a grimpé de 10%. On est passé de 58 à 68%. Ça veut dire que le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut à Bruxelles. Je ne vous dis pas que tout va bien. Je vous dis que néanmoins, on a bossé. Le taux de chômage a aussi baissé de 10 points en 10 ans. Mais c'est vrai, c'est pas encore satisfaisant. On a mis le paquet sur la formation, parce que d'origine africaine ou non, le problème de nos demandeurs d'emploi, c'est la question de la formation en premier lieu. C'est-à-dire que nos écoles n'arrivent pas à former convenablement pour les métiers en pénurie dont nous disposons. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a le manque de formation, il y a pour les communautés d'origine étrangère, c'est vrai, un phénomène de discrimination qui existe à l'embauche, ça je vous ai dit. On y travaille via les tests de situation. Et il y a le fait qu'on n'encourage pas assez les gens, quelle que soit leur origine d'ailleurs, à pouvoir éventuellement être leur propre patron. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, le fait de créer des PME dont nous avons tellement besoin à Bruxelles et en Wallonie, n'est pas suffisamment encouragé. Et là, on pense, mais ça concerne toutes les communautés, on pense qu'il y a un tissu à ancrer, on pense qu'on doit faire en sorte qu'à l'école, on apprenne beaucoup plus les compétences permettant de fonder sa propre boîte, de savoir faire un plan de business, de savoir en faire du codage, de savoir montrer aussi, de visiter des entreprises, de montrer des rôles modèles des gens qui ont réussi, en ce compris issus de la diversité. Ça me frappe très fort. Quand vous amenez des gens qui sont afrodescendants ou pas, mais qui ont réussi à fonder leur boîte, à créer des emplois, et que vous les amenez dans les écoles pour dire, vous voyez, c'est possible, vous voyez, on l'a fait, et vous voyez, il y a moyen de créer quelque chose, même de se casser la figure et de se relever, et bien ça motive. Donc il faut travailler sur l'ensemble à la fois. On ne va pas juste y arriver juste en luttant contre la discrimination qui existe, il faut aussi améliorer la formation dans les écoles et après les formations, et après l'école, et inciter à l'esprit d'entreprendre qui manque tellement dans notre pays. L'esprit d'entreprendre, test de situation, justement test de situation, on se rend compte que d'autres on propose des CV anonymes, d'autres proposent
mais ça marche toujours pas. On se plaint même, en tout cas du côté des afrodescendants, que arabes et turcs passent mieux parce que 3 points de suspension ou d'interrogation. Les tests de situation sont le seul paramètre ou la seule solution à ce stade? Les tests de situation et les CV anonymes, ce sont des moyens de pression sur les employeurs pour qu'ils comprennent qu'ils sont quand même surveillés s'ils font des discriminations de manière absolument indéniable. Maintenant, ce n'est qu'un volet du problème. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre les employeurs que c'est aussi un atout d'utiliser la diversité et que ne pas discriminer, non seulement ce serait mieux parce que c'est illégal, mais que c'est en plus un atout économique, parce que les personnes d'origine étrangère, les afrodescendants, c'est aussi des clients, c'est aussi des clients des business, c'est aussi des... Donc, je pense qu'on doit... là où vous devez utiliser le bâton, vous devez aussi amener la carotte. Et donc, le bâton, je trouve que dans les dispositifs légaux, il existe. Je trouve que c'est important que s'il y a des cas de racisme ou de discrimination avérés, ce soit poursuivi et puni durement. Les dispositifs légaux existent, il suffit de les appliquer. Mais ça ne suffit pas. Vous devez, à mon avis, imaginer aussi un peu plus la carotte. Alors, on est dans un pays comme la Belgique, il est interdit de faire des statistiques ethniques. Dans un sens, c'est bien d'ailleurs, parce que soit on considère que les couleurs de peau n'ont pas d'importance et alors on n'a pas besoin de statistiques, soit on va essayer de faire des quotas, ce qui n'est peut-être pas la bonne solution. En revanche, on sait bien, les chiffres d'UNIA le montrent, que c'est en logement et en emploi que les communautés afro-descendantes souffrent le plus. Et donc, on va renforcer la lutte contre les discriminations et on doit, à mon avis, sensibiliser et travailler aussi avec les employeurs et avec les propriétaires pour positiver les choses et leur montrer que, non, il n'y a pas de raison. Vous pouvez réclamer des choses objectives. Un candidat locataire, vous pouvez lui réclamer des fiches de paye, quelle que soit sa couleur de peau, ça c'est normal. Mais à capacité égale, il n'y a pas de raison de refuser des gens de couleur par rapport à des gens qui ne le sont pas. Vous dites lutte contre la discrimination, mais on peut peut-être aller plus loin. La discrimination positive, on n'y pense pas? Alors, je vous avoue que moi, je suis encore réservé là-dessus. Ça marche dans certaines situations. Par exemple, si on n'avait pas mis, je le reconnais, des quotas de femmes dans des conseils d'administration, on serait toujours dans toute une série de conseils d'administration publics entre hommes, clairement. Là, est-ce qu'il faut aller jusqu'à mettre des critères? Mais alors, quel va être le critère? Est-ce que c'est la nationalité des parents? Représentativité ou la représentation de l'État. Il y a 10% d'Africains, il y a 15% de Turcs, il y a 15% d'Arabes. Tout le reste, c'est des Belges de souche. Oui, mais c'est un beau débat, mais théoriquement, on est tous Belges. Est-ce que commencer à dire il faut des Belges d'origine à 10% de tel ou tel, est-ce que ça ne va pas plutôt fragmenter la société? Moi, je vois d'abord dans les citoyens, des citoyens, quelle que soit leur couleur de peau, et s'il y a une discrimination, elle doit être punie. Si on se met à dire... En plus, jusqu'à quel point est-ce que ça marche? Moi, je peux tout à fait voter pour... Je vais le faire d'ailleurs. Je vais voter pour des afrodescendants. Mais je suis pas afrodescendant moi-même. Au bout d'un moment, à quel point est-ce qu'on considère qu'on a suffisamment réussi l'intégration tous ensemble? L'intégration, ça veut dire qu'on accepte qu'on est tous ensemble autre chose que ce qu'on était avant. C'est ça la différence avec l'assimilation. Pour se dire, mais je vote indifféremment de la couleur de peau. Moi, blanc, je peux voter pour une femme noire. Je vais le faire d'ailleurs pour, par exemple, mon assistante Gisèle Aboud Mbayoko, 18e sur Aïs Régional. Je peux voter pour une femme noire, pour Gisèle Mandaïla aussi. Je peux voter pour une femme noire parce que ses valeurs m'intéressent, pas spécialement sa couleur de peau. Et inversement. Donc si on reste dans un monde, et c'est un peu ce que Bruxelles devient parfois, où les Turcs votent pour les Turcs, les Marocains pour les Marocains, et ainsi de suite. Ok, c'est très bien. La diversité, c'est bien. Le mélange, c'est encore mieux. Moi, je cherche le mélange. Oui, mais quand vous parlez on est tous belges, flamands et wallons sont tous belges aussi, pourtant à ce niveau-là, ça existe. Oui, mais on est assez favorable au fait de casser aussi ce genre de code. En région bruxelloise, vous avez, c'est vrai, au Parlement régional, une liste pour les francophones, une liste pour les néerlandophones. Nous, on voudrait réduire le nombre de parlementaires, de 89 à 60, et on voudrait casser cette logique de liste communautaire. Et que si des gens veulent faire des listes unilingues, c'est leur problème. Si des gens veulent mettre des flamands et des francophones sur une même liste, c'est leur problème aussi. Mais ça n'a pas de sens d'avoir deux marchés séparés, surtout qu'il y a environ 10% de néerlandophones à Bruxelles, et ils ont dès lors un poids démesuré. Donc il n'y a pas de problème à ce que les néerlandophones soient toujours représentés. Par exemple, là c'est vrai, ça a une logique
qui soit complètement absent du gouvernement bruxellois, ça n'irait pas. Donc ils doivent avoir un ou deux ministres, quoi qu'il arrive, parce que c'est une forme d'intérêt vital, ce que je peux comprendre. Mais est-ce qu'on doit aller jusqu'à des quotas basés sur quoi, les convictions religieuses, la couleur de peau? Je pense pas. Moi, je crois qu'on doit plutôt œuvrer à la Grande Macédoine, c'est-à-dire mettons ensemble. Voir comment demain des Blancs peuvent voter pour des Turcs ou des Noirs parce que c'est leurs idées qui les intéressent et pas leur couleur de peau, et vice-versa. Quand je défends les droits des sans-papiers ou la lutte contre les discriminations, je me fais traiter de gauchiste. Quand je défends la liberté de critiquer de religion ou la neutralité, je me fais traiter de droite. Ouais. Ça, c'est encore un propos de vous. Hein, c'est encore vous. Hein, oui, c'était sur X. Twitter. Avec ça, j'ai pas envie de soulever que vous êtes avant tout laïque. Vous l'avez assez défendu dans cette première partie. Mais je voudrais avec vous parler des sans-papiers. Oui. Il y en a beaucoup, on dit plus de 100 000 rien qu'à Bruxelles. 115 000. C'est énorme. Oui. On fait quoi d'eux? Alors, on ne peut pas rester dans cette situation. La migration, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué, humainement, techniquement. C'est un milieu dans lequel j'ai travaillé longtemps. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas rester avec 115 000 personnes qui sont dans des situations de fantômes, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui ont juste accès à l'aide médicale urgente. Je vais être honnête, je pense qu'on ne peut pas non plus régulariser tout le monde, les 115 000 personnes. Oui, mais on fait quoi pour, par exemple, celui qui a toujours été correct, j'y viens. Qui a une famille? Je suis président du seul parti qui a déposé une proposition de loi, qui n'a pas été acceptée malheureusement par la majorité PSMR écolo, consistant à mettre dans la loi des critères de régularisation. C'est-à-dire si on est au gouvernement demain, c'est ce qu'on demandera. Sur certains critères, la famille en effet. Est-ce qu'on a une famille ici? Depuis combien de temps on est là? La promesse d'un emploi. C'est quand même un bon critère aussi. Ou l'impossibilité pratique de renvoyer quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas de nationalité, par exemple, ou il y a des gens qu'on sait qu'on ne peut pas renvoyer parce que même s'ils n'ont pas été reconnus réfugiés, ça reste la guerre dans leur région ou dans leur pays. Alors, on doit pouvoir les régulariser. L'emploi, j'y crois beaucoup. Parce que de toute façon, il y a des tas d'emplois pour lesquels on cherche des jobs, et il y a des tas d'emplois dans lesquels ces gens travaillent déjà, on le sait tous. L'ORECA, la construction, les services de repas à domicile, ça emploie pas mal de gens qui pourraient être régularisés. Et c'est bête parce que en les employant au noir, c'est des recettes qui échappent à l'État. Et donc c'est du lose-lose finalement. Donc nous, on plaide pour une régularisation au cas par cas, sur base de quelques critères que je viens de vous définir, parce qu'on va être sérieux, il ne faut pas mentir aux gens. Moi, je suis pour l'exécution des ordres de quitter le territoire et que la loi soit respectée, mais jamais de la vie on va arriver à renvoyer 115 000 personnes. C'est illusoire. Soyons pragmatiques et humains. Et permettons à ceux qui ont une famille, ceux qui ont des perspectives d'emploi, de pouvoir rester ici et de contribuer à la richesse nationale. Pragmatisme et humanité aussi, dans le sens inverse. On va pouvoir, au cas par cas, régulariser 115 000 personnes en combien de mois, combien d'années? Moi, je ne pense pas qu'on va régulariser 115 000 personnes. Mais faire le tri. Régulariser une partie, oui, faire le tri. 115 000 personnes, vous mettez combien de temps? La régularisation, début année 2000. Ça prend beaucoup de temps. Oui, alors il y en a eu au début des années 2000, il y en a eu une quelques années plus tard aussi. Effectivement, il manque une forme de troisième. Alors, ça n'a jamais été une régularisation massive, ça a toujours été aussi du cas par cas. Mais dès que vous fixez les critères, ça peut aller vite, en fait. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Parce qu'il n'y a pas de critères et que c'est réellement arbitraire. Et donc, l'Office des étrangers et la secrétaire d'État au-dessus de lui font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de critères qui les dirigent. Si vous avez des critères, ce sera rapide et ce sera plus juste. Avec évidemment des procédures légales, la possibilité d'un appel. Et si des gens ne sont toujours pas régularisés par ce biais-là, il faudrait quand même qu'ils envisagent de revenir au pays parce qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas accueillir tout le monde non plus. Mais je pense qu'on pourrait régulariser une large partie des 115 000 personnes qui se trouvent ici sur base du travail et de l'ancrage familial. Qui doit fixer les critères? Vous êtes à l'opposition aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le gouvernement. Dans quel délai? En début directement après, si vous êtes élu? Je pense que rapidement. Je pense que dès qu'un gouvernement se forme, ça doit faire partie d'un accord de gouvernement, de fixer dans la loi des critères de régularisation et de donner à l'Office des étrangers instruction de traiter les dossiers. Donc ça, à mon avis, c'est un chantier qui doit se mettre en place dès le début de la législature, en sachant, on va être honnête, que tout ce que je viens de vous dire, du côté du nord du pays, ça passe très peu. Et les Flamands, la question de la politique migratoire, c'est vraiment un souci. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est une question extrêmement sensible pour eux. C'est extrêmement compliqué de les sensibiliser à ça.
Et convenons aussi que les francophones ont une tendance à laisser l'asile et la migration au parti flamand, parce que c'est un peu facile, on peut taper sur les méchants flamands de droite qui gèrent la matière. Il serait aussi temps que les francophones prennent en main la matière et dans un accord de gouvernement endossent la responsabilité de l'asile et de la migration. Peut-être aussi parce que les flamands sont un peu plus d'extrême droite que les francophones. C'est plus risqué pour un parti flamand d'ouvrir que pour un parti francophone. Il est vrai, alors tous les Flamands évidemment ne sont pas d'extrême droite, mais il est vrai que la pression sur l'opinion publique en Flandre est très fortement indexée par le Vlaams Belang et la NVA, qui ont des discours très durs, par un ferment quand même identitaire nationaliste extrêmement fort, par la crainte de la survie de la langue, d'une langue et d'une culture, et ça les rend extrêmement conservateurs sur la question migratoire, et c'est un vrai problème. Là, on sort quand même d'un gouvernement avec le PS et Écolo, donc deux partis supposément progressistes, et jamais vous n'avez eu autant de condamnations pour des demandeurs d'asile à la rue. Parce que du côté droit du gouvernement, ils sont quand même assez vite tétanisés et ils n'ont pas envie d'offrir des gages trop facilement. Mais vous, si vous arrivez dans la majorité, oui. Vous allez absolument devoir composer avec le Vlaams Belang. Vous allez faire comment? Alors, nous, on ne gouvernera jamais avec le Vlaams Belang. Si il sera juste impossible de gouverner. Ils sont trop puissants. Il est évidemment toujours possible de gouverner sans le Vlaams Belang. Vous savez, la Flandre, c'est jamais qu'un peu plus de la moitié du pays. Et sur cette moitié du pays, vous n'avez qu'une partie, peut-être 30 à 40%. Ouais, alors, donc ça fait quand même quoi, un sixième, un septième de la représentation parlementaire qui pourrait aller au Belang. C'est beaucoup, mais ça veut dire que vous pouvez largement former des coalitions sans le Vlaams Belang. En tout cas, avec nous, il ne faut rien nous demander si le Belang est à table. Il reste heureusement des partis flamands raisonnables. Avec de nombreux compromis. On reste en gouvernement fédéral, puisque je rappelle que vous êtes, candidat à la Chambre, et la République démocratique du Congo. Quelles seraient les relations, ou comment voyez-vous, ou verrez-vous les relations si vous passez à la majorité au gouvernement? La RDC, c'est un pays ami. C'est un pays, évidemment, avec qui les liens historiques sont extrêmement forts. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent. J'ai siégé, moi, dans la commission Congo, au Parlement fédéral, sur la colonisation. Je fais partie de ceux qui regrettent que le rapport n'ait pas été approuvé. Les libéraux et le CDNV, donc MR, VLD et CDNV, s'y sont opposés. Moi, j'étais prêt, je suis toujours prêt à aller jusqu'au fait que la Belgique peut représenter des excuses. Qu'il faut arrêter de s'arc-bouter sur des mots, que les regrets exprimés par le roi sont insuffisants. Je pense qu'il faudra aller un jour jusqu'à cette étape-là. Donc ça, c'est positif. La situation du Congo aujourd'hui, elle est difficile à cause d'abord de la guerre. Je suis intervenu au Parlement fédéral et j'ai interpellé déjà le Premier ministre plusieurs fois dans le fait qu'on doit être tout de même... on peut mettre la deuxième, si je puis dire, sur la dénonciation de ce qui se passe dans l'est du Congo, les milices armées du Rwanda qui font régner une certaine... Mettre la deuxième, ce serait quoi? Ce que demande le Kinshasa, des sanctions? Je pense que le régime de Kigali doit quand même recevoir des messages de la communauté internationale beaucoup plus forts qu'actuellement, c'est clair. Et on voit que les civils paient un lourd tribut. La guerre est horrible partout, sur tous les continents. Mais la guerre dans l'est du Congo, c'est curieux, c'est comme si elle était invisibilisée. On n'en parle jamais comparé à ce qu'on entend, à juste titre par ailleurs, sur Gaza, sur les Ouïghours, sur ce qui peut se passer en Iran, ce qui peut se passer au Soudan, dans toutes les régions du monde où malheureusement il y a des victimes de la guerre. Pourquoi selon vous? Parce que la communauté internationale se sent démunie, ne sait pas trop quoi faire, peut-être ne comprend pas tous les enjeux. Il faut reconnaître que c'est pas si simple. Moi, si j'en ai l'opportunité, j'irai bien moi-même au Congo, me faire aussi mon idée, représenter les officiels, peut-être même voyager dans l'Est, parce que je crois qu'il faut se faire une idée extrêmement précise, et que la Belgique peut-être a l'impression à chaque fois de marcher sur les œufs quand il s'agit d'une ancienne colonie et qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous dire oulala, mais vous la jouez comme l'ancien colonisateur. Non, on est dans un rapport d'égal à égal. La Belgique peut avoir une opinion tout à fait à la fois bienveillante mais aussi critique sur la manière dont un autre gouvernement se comporte, quels que soient les liens du passé. Et je crois que la relation entre la Belgique et le Congo aujourd'hui, elle est bonne. On a toujours soutenu tous les processus de démocratisation. Je constate qu'il y a des élections qui se succèdent, mais je constate que la guerre reste le premier sujet et c'est bien normal. Et donc la pression, elle doit aller à mon avis maintenant sur le Rwanda. Monsieur François Despels, je rappelle que vous êtes le président d'un parti de l'opposition, Défi. Vu sur
de nombreux panneaux, vos listes, recrutent beaucoup des afrodescendants, et particulièrement des ressortissants de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils attirent des voix ou parce que vous pensez qu'ils peuvent qu'ils peuvent apporter un plus à votre parti? Les gens qui sont, les candidats qui sont chez nous ou qui travaillent même au parti, je vous ai parlé de mon assistante tout à l'heure, ils sont là à cause de leurs compétences. Et la question de leur origine, de leur couleur de peau, c'est quelque chose qui vient bien après. Et on a des gens compétents. Ben, je vais en citer un qui me tient à cœur aussi, c'est Jean Kitenge, 13e sur notre liste. C'est le président des jeunes. Il a été élu démocratiquement président des jeunes défis il y a déjà un moment. Donc c'était normal qu'il soit sur la liste régionale et d'ailleurs assez haut. Il fait une belle campagne d'ailleurs, il est extrêmement investi. Mais il n'est pas là parce qu'il est afrodescendant, il est là parce qu'il est doué. Il se trouve qu'il vient de la diversité et qu'il faut évidemment enlever les plafonds de verre qui freinent cette diversité dans leur ascension. Mais le premier critère, c'est le talent. Et donc, le premier critère de Gisèle Mandaela pour la nommer secrétaire d'État, c'était son talent. Et c'est pareil pour nos candidats. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a toutes les candidatures, on veille quand même, ok, on n'a que des gens talentueux, est-ce qu'il y a des communautés qui sont oubliées d'une manière ou d'une autre? Mais ça vient en second temps. Le premier argument, c'est le talent des gens. De même, quand je suis arrivé comme président, je n'ai pas veillé particulièrement à vouloir engager autour de moi des gens qui avaient des couleurs de peau autres que blanches, mais au total, j'ai engagé des gens talentueux et Bruxelles aujourd'hui est diversifiée, je me retrouve avec une majorité de gens d'origine étrangère autour de moi, mais c'est parce qu'ils sont talentueux, c'est pas parce qu'ils sont d'origine étrangère. Et donc je pense que petit à petit, quand on aura levé tous les freins à la discrimination et quand tout le monde sera dans les mêmes bonnes écoles, etc., et que tout ça va se faire naturellement et on ne regardera même plus la couleur de peau des gens. En tout cas, ce ne sera pas la première chose qu'on regarde. Et nos candidats afrodescendants, ils sont afrodescendants très bien. Ça leur apporte aussi un plus en termes d'ouverture à des réalités que parfois nous, on ne mesure pas. Donc quand des gens afrodescendants chez nous viennent nous dire « Tu sais, la discrimination au logement, j'ai encore eu un cas, c'est sérieux, ça existe », ça nous ramène aussi à des réalités qu'on perçoit peut-être moins. Mais ils sont d'abord là à cause de leur talent. Est-ce que vous pensez que plus ils seront d'élus, plus il y aura rapprochement et plus les solutions d'invisibilité, notamment de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo, seront à cœur de l'opinion belge, de l'opinion publique belge et des institutions officielles? Clairement, plus vous avez des afrodescendants dans les parlements, plus, évidemment, ces questions-là seront impossibles à mettre sous le tapis parce que des députés, que ce soit fédéral ou régional d'ailleurs, vont les mettre eux-mêmes à l'agenda de commission, sans compter que des députés peuvent demain aussi devenir ministres dans des gouvernements. On a aujourd'hui une ministre des Affaires étrangères d'origine algérienne ou tunisienne, je ne sais plus d'où elle est, Adja Labib. Mais pourquoi pas demain un ministre des Affaires étrangères d'origine congolaise? Je pense qu'on va arriver un jour à ce genre de consécration et ça fera du bien à tout le monde.